Mesdames, Messieurs, merci à tous et à toutes d'être venus pour ces rencontres de l'industrie cimentière. Et merci en particulier à ceux et à celles qui vont devoir travailler, qui ont accepté de participer aux 2 tables rondes. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un lieu célébrant l'architecture à travers les âges, témoignage de l'intérêt de nos concitoyens pour un art majeur, un savoir-faire au rayonnement international. Symbolique des années 30, puisqu'il a été construit pour l'exposition universelle de 1937, le palais de Chaillot et son architecture béton marquent de son empreinte monumentale la grande composition urbaine et topographique de Paris et reste le témoignage d'une époque. Durable, il résiste aux flammes de l'incendie survenu le 22 juillet 1997, qui abîma les belles collections du Musée des Monuments français, ainsi que la charpente du bâtiment. Mais vous voyez aujourd'hui, il est toujours là et il n'a pas été reconstruit. Résilience, durabilité, voilà une belle transition avec nos thématiques de table ronde consacrées à l'économie circulaire et à l'urbanisme durable. Je cède la parole à M. Jean-Christophe Gisbert, journaliste, à qui je laisse le soin de vous présenter les intervenants et le programme. Merci, Président Parisot, qu'on peut applaudir. Raoul de Parisot, le président du syndicat français de l'industrie cimentière, qui nous parlait il y a quelques secondes de ce bâtiment en béton. On prête beaucoup de vertus au béton dans votre profession, et notamment l'acoustique. Regardez ces murs, ce sont des dispositifs, des alvéoles en béton, ce qui prouve que si l'acoustique est correcte, c'est aussi au béton que nous le devons. 2 thèmes vont être abordés au cours des tables rondes ce matin, l'économie circulaire pour la première et le développement durable pour la seconde. Je voudrais tout de suite vous rassurer parce que quand on dit ces mots-là, on peut craindre que ça renvoie à des échanges conceptuels finalement assez éloignés des réalités concrètes auxquelles vous pouvez être confrontés. En réalité, ces 2 thèmes-là, dont on a beaucoup parlé à l'occasion de la COP21, nous allons les visiter avec un certain nombre d'experts et de professionnels, mais de manière concrète. Je pense que si on vous demandait aux uns et aux autres de donner une définition de l'économie circulaire, vous en sortiriez pas trop mal. On va néanmoins éviter de rentrer trop dans le concept et encore une fois aller dans le concret. Mais en tout cas, pour commencer, on n'échappera pas à l'exercice avec notamment François-Michel Lambert, qui est député, qui est président de l'Institut d'économie circulaire, de nous faire, je dirais, un petit rappel aux fondamentaux. Première table ronde donc consacrée à l'économie circulaire et j'appelle pour en parler François-Michel Lambert, qui est député des Bouches-du-Rhône, président de l'Institut de l'économie circulaire, Frédéric Villemain, qui est le directeur de l'ingénierie environnementale de la Société du Grand Paris, auquel bien sûr on aura beaucoup de questions à poser. Prenez place. Michel André, qui est le président de l'UNICEM, donc qui représente vraiment les professionnels des granulats, et Jacques Roudier, qui est président de Recycle Béton. Vous voyez, là aussi, on va essayer avec lui d'aller dans du concret, puisque avec Recycle Béton, on a un exemple parfaitement pragmatique de l'économie circulaire appliquée à la construction et aux infrastructures. Mais je voudrais commencer avec vous, François-Michel Lambert. Alors je précise, vous étiez député Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, vous êtes UDI, vous avez toujours une Union des démocrates et des écologistes. Vous avez toujours donc cette forte... Pardon ? L'UDI, il y a Amédée de Courson qui vous tient un carnet à souche si jamais vous voulez prendre votre carte. Mais vous connaissez
Vous connaissez très bien les problématiques environnementales. Vous êtes d'ailleurs confronté sur votre territoire à un dossier difficile sur lequel vous avez pris des positions courageuses, celui de l'usine Alteo, qui a souvent été désignée à la vindicte, mais que vous défendez en expliquant qu'il y a pour vous, à l'évidence, la possibilité, et c'est important pour tous les professionnels du béton et de la construction, la possibilité de concilier l'environnement et l'industrie, et c'est ce à quoi vous vous attelez actuellement. Mais on va surtout s'intéresser avec vous à l'économie circulaire. Je disais qu'on n'allait pas rentrer dans un débat conceptuel. Néanmoins, il est indispensable de faire un rappel au règlement et peut-être que vous nous expliquiez cet Institut de l'économie circulaire, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il observe sur la marche de cette alternative qui est en route dans l'économie française. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est tout d'abord un plaisir d'être ici dans ce bâtiment extraordinaire qui a aussi un autre avantage, c'est de ne pas laisser passer le réseau. Donc on est un peu apaisé des tensions extérieures. C'est aussi, et je remercie le syndicat français de l'industrie cimentière de l'invitation et de l'initiative, le syndicat français de l'industrie cimentière qui est l'un des membres fondateurs de l'Institut de l'économie circulaire, qui nous a fait confiance dès le départ et qui continue à justement accompagner une idée de transformation de notre économie, même pour ceux que l'on pourrait croire très anciens et archaïques comme le ciment. C'est tout au contraire, et on va en discuter, de formidables opportunités. Je salue aussi le président de l'UNICEM avec qui nous travaillons très étroitement, de la même façon, avec d'autres approches, d'autres pensées. Et c'est peut-être, et je suis content de voir mes collègues ici présents, nous avons un travail, et je m'adresse un peu à eux, avant de venir sur l'Institut, nous avons quand même un travail qui est celui de rassurer et de convaincre les politiques, parce que les acteurs économiques, eux, sont déjà en marche. Et les acteurs économiques qu'on pourrait croire archaïques, pardon du terme, sont au contraire dans une discrétion, mais l'efficacité, cette discrétion permet l'efficacité, sont déjà bien en avance et de façon remarquable et assez unique au niveau du monde, pour la chance que j'en ai de voir ce qui se passe dans le monde. Je tenais à le dire. Vous voulez dire que les acteurs économiques sont en avance sur les politiques ? Oui, très clairement. Sur l'économie circulaire. Très clairement. J'y reviendrai, mais je voulais quand même l'introduire en préambule. L'Institut de l'économie circulaire, qui a tout juste 3 ans, est donc une association multi-acteurs avec 250-300 membres, des acteurs du monde de l'économie, comme ceux que je viens de citer, des collectivités, puisqu'on parle du Grand Paris, la ville de Paris est membre de l'Institut, la région Aquitaine, d'autres collectivités beaucoup plus modestes en taille mais pas en ambition, des associations, des écoles de formation ingénieurs et autres, et des experts. Pourquoi faire ? Moi, je ne renie pas le terme de lobby au sens anglo-saxon. Donc pour démontrer et présenter ce qu'est l'économie circulaire et faire en sorte qu'elle intègre tout à la fois les politiques publiques mais aussi les actions des acteurs économiques. Je crois qu'en 3 ans, on est passé de quelques initiés à maintenant un sujet qui est extrêmement prégnant, au moins dans la déclaration de l'économie circulaire, pas encore notamment au niveau politique sur qu'est-ce que ça veut dire l'économie circulaire, mais on voit notamment l'Europe, par exemple, qui a son paquet économie circulaire, le G7 qui en fait une stratégie de fond, que nous allons dans cette direction. C'est aussi, au sein de l'Institut, un travail à travers des ateliers, des études que nous produisons pour donner du corps, les questions de fiscalité, les questions de statut du déchet, l'économie de la fonctionnalité, des éléments plus spécifiques comme l'écologie industrielle et portuaire, des études plus macro avec Ernst & Young ou avec le Club de Rome, où nous avons pu démontrer de façon macro, il faut maintenant l'affiner, que ça peut être créateur de 500 000 emplois
une stratégie de fonds d'économie circulaire couplée avec une stratégie sur la question énergétique. 500 000 emplois nets en France, du PIB, 2 à 3 points de PIB en plus. Et on peut aller jusqu'à baisser, et vous, dans l'industrie cimentière, vous le savez bien, baisser de façon très importante les émissions de gaz à effet de serre, moins 50, moins 60%, c'est extrêmement notable. Donc toutes ces études, nous commençons à les produire, elles sont arrivées sur le deuxième semestre de 2015, elles vont se poursuivre, elles font partie de ce lobby. Et puis il faut passer à l'action, et pour présenter l'Institut, j'en finirai là-dessus. Nous actionnons sur une plateforme collaborative open, ouverte, qui s'appelle économiecirculaire.org, en soutien par l'ADEME, qui permet de présenter notamment des acteurs de votre filière qui expriment comment ils intègrent l'économie circulaire, qui permet de faire des échanges du collaboratif totalement ouvert à tous et toutes. Il y a une centaine de fiches projets et ça s'enrichit. Et nous travaillons également dans un autre domaine sur l'écologie industrielle dans 4 régions pour rendre concret, au moins dans des zones d'activité économique, ce que c'est que les échanges de flux entre acteurs. Voilà pour une présentation un peu longue de l'Institut, mais je voulais le dire, non pas pour l'Institut, mais à travers ce que nous faisons. Je crois qu'il faut sentir qu'il y a une réelle dynamique, qu'elle soit dedans ou qu'elle soit à l'extérieur. C'est surtout la dynamique qu'il faut percevoir. Et elle est ouverte, c'est très important à souligner, aux acteurs industriels, et en particulier ceux de la construction et des infrastructures. J'aimerais maintenant que, de manière, je dirais, brève, mais quasiment lapidaire, vous puissiez nous rappeler quels sont les 7 piliers qui caractérisent l'économie circulaire pour qu'on les ait bien en tête tout au long de nos échanges. Oui, c'est les 7 piliers proposés par l'ADEME, et j'y rajoute une approche philosophique. Un jour, on m'a demandé de résumer l'économie circulaire en un mot. J'avais 2 mots, donc il fallait en trouver un seul, donc c'est ressources. C'est l'économie qui est en capacité de se centrer sur la ressource, de préserver cette ressource, mais surtout d'en extraire le maximum d'efficience collective. C'est-à-dire, avec 1 kilo de matière mobilisée, qu'est-ce que je peux donner au mieux en intérêt collectif? Et il faut bien l'avoir en tête, c'est une démarche, un cercle d'amélioration continue, et c'est ça qui est important. L'ADEME a donc 7 piliers, en repartant du recyclage, qui est l'idée première, hein, c'est les déchets, on les régénère, soit en matière, soit en énergie, mais c'est aussi, plutôt que recycler, c'est allonger la durée d'usage à travers réparer, réemployer, réutiliser les composants, mais ça remonte, on peut faire, au-delà de l'allongement de durée d'usage, on peut intensifier, ce que je disais tout à l'heure, l'usage, la matière mobilisée, donc c'est l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire le partage entre plusieurs acteurs. Par exemple, ici, c'est une salle qui tourne, et aujourd'hui, c'est nous, demain, ce seront d'autres. On ne construit pas une salle par conférence, hein, je veux dire, dans l'esprit collectif. De la même façon, beaucoup d'objets, la voiture en premier, mais on peut penser à d'autres, on ne les construit pas pour un seul acteur. Il faut maintenant penser à être dans du partage. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'écologie industrielle, les flux d'un territoire entre acteurs économiques, comment on les échange. On pourra y revenir notamment dans la cimenterie et avec Alteo l'alumine. Et c'est l'éco-conception, c'est-à-dire, mais si on a remonté tout ceci, n'est-il pas nécessaire, et dans l'industrie du bâtiment en général et cimentière en particulier, on y travaille beaucoup, n'est-il pas nécessaire de complètement reconcevoir notre offre, nos produits, pour allonger la durée d'usage, pour intensifier l'usage, pour que ça soit réparable, pour que ça soit réutilisable, pour que, en dernier recours, la matière soit captée, régénérée, recyclée. Voilà les éléments fondamentaux. Alors, appliqué à la construction et aux infrastructures, si je devais vous demander de nous citer un seul exemple qui vous paraît, à la lueur des explications que vous venez de donner, illustrer parfaitement l'économie circulaire, qu'est-ce que vous retiendriez? 3 exemples. Non, je suis député des Bouches-du-Rhône et nous avons la chance d'avoir un musée extraordinaire qui est le MUSEM,
Si vous ne le connaissez, je vous invite à le découvrir, tout à la fois pour le musée et pour son contenu et pour la vue. Vous y gagnerez 3 fois, plus la dimension économie circulaire, donc ça fait 4. Il utilise une technologie de béton fibré qui démontre qu'avec moins de matière, on peut faire mieux, puisque c'est quand même des formes assez extraordinaires, très biomimétiques, et plus durables, puisqu'il y a une garantie bien plus importante sur la durée de vie. Je crois qu'ils annoncent sans problème largement le siècle. Et en plus, ce sont notamment la résille extérieure, ce sont des éléments qui sont démontables et on peut imaginer dans 1, 2, 3 siècles, si nos descendants estiment que le MUSEM n'a plus sa place, récupérer ces composants et les réutiliser par ailleurs. Donc on voit bien cette réflexion, et sans parler, parce que c'est la cimenterie qui est sur ma circonscription, la cimenterie de la Malle, sans parler du fait qu'en amont, le ciment qui a été fabriqué, lui, a intégré beaucoup de recyclage, de régénération, notamment de l'alumine de Gardanne, de la mauvaise alumine, celle qui ne peut pas être vendue parce qu'il y a eu des problèmes de production, des fines de poussière de bauxite de Gardanne, de l'usine d'alumine, qui viennent enrichir ce ciment. Donc, en un seul exemple, je vous ai tout rassemblé. Donc, voilà. Merci François-Michel Lambert. Vous pourrez d'ailleurs l'interroger tout à l'heure au terme de cette table ronde lorsque nous passerons la parole à l'auditoire. On continue avec vous, Michel André. Michel André, vous êtes le président de l'UNICEM, donc qui réunit les acteurs des granulats et des matériaux de construction. J'aurais peut-être que vous nous fassiez là aussi un petit panorama extrêmement rapide à travers quelques chiffres sur les données macro des matériaux de construction en France et leur évolution en termes de consommation à court ou moyen terme. Alors, autant on a parlé de dynamisme pour l'économie circulaire, autant je ne serais pas dans une dynamique positive pour la consommation de matériaux au cours de ces dernières années, malheureusement. Donc en 2015, les grands chiffres que l'on peut donner, c'est pour l'activité du granulat, il y a une baisse de production de l'ordre de 8%, pour atteindre 323 millions de tonnes. Et dans l'industrie du béton prêt à l'emploi, on a un chiffre de moins 6% sur l'année 2015, qui nous amène à peu près à 35 millions de mètres cubes produits. Et qui fait suite à des années de baisse. Qui fait suite à une chute assez libre depuis l'année 2008. Chaque année, nous avons enregistré des baisses en dehors de l'année 2011, qui a été une exception en fait au cours de ce cycle. Donc globalement, on arrive en 2015 avec un niveau de production qui est à peu près pour le granulat en deçà de 15% de la moyenne 1980-2015. Et pendant cette période, la population a beaucoup augmenté, donc ce qui fait que en taux de consommation par habitant, le taux a chuté de façon beaucoup plus importante que les 15% que je cite. Et dans le béton prêt à l'emploi, on se situe à moins 25% de production par rapport au pic que l'on a connu au cours de l'année 2007. Donc on est dans une situation de crise forte et continue. Avec des conséquences sur l'emploi ? Alors avec des conséquences sur l'emploi qui sont relativement limitées, et ce qu'il faut souligner parce que notre industrie a été est résiliente en termes d'emploi, notamment parce qu'on a énormément de sites qui emploient un nombre limité de personnes. Et donc, vous avez des ajustements à la crise qui sont beaucoup moins forts et drastiques que lorsque vous avez de très grandes unités de production ou de très grandes usines. Et donc, au global, là où le chiffre d'affaires de la profession a dû baisser à peu près, finalement, de 30% par rapport à 2008, on a un effet sur l'emploi qui est estimé à 10%. Donc on peut s'enorgueillir et se féliciter de cette résilience en matière d'emploi. Et ça vient souligner tout l'intérêt de nos industries qui sont éminemment locales, avec des emplois qui sont non délocalisables et qui participent à des écosystèmes locaux plus résilients que d'autres. Parce que ça vous avez c'est bien de le souligner, parce qu'effectivement, dans cette dimension de l'économie circulaire,
l'humain n'est pas oublié. Hein. François-Michel Lambert, vous nous le confirmeriez, il est même aussi au centre, au cœur du dispositif avec la ressource, puisque on veut préserver les territoires et ceux qui les habitent. Alors, contexte difficile, conjoncturel, mais enfin c'est une conjoncture qui dure depuis pas mal d'années. Néanmoins, l'UNICEM s'investit dans le domaine cher à François-Michel Lambert qui nous parlait de la ressource tout à l'heure. Vous, la ressource, vous souhaitez la recycler, notamment à travers des matériaux issus de la déconstruction. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce que c'est marginal? Est-ce que c'est pour faire joli dans le tableau? Ou est-ce que c'est vraiment un enjeu stratégique déterminant pour l'UNICEM? Alors, il faut faire un tout petit peu de pédagogie pour répondre à votre question, parce que c'est un sujet qui est un petit peu compliqué. On parle de quoi? Les déchets du BTP, ça représente à peu près 250 millions de tonnes par an. À peu près 90% de ces déchets sont des matériaux inertes que l'on cherche à valoriser dans nos filières. Alors, il y a deux types de valorisation. Il y a un type de valorisation pour tout ce qui concerne la fraction recyclable dans des matériaux produits finis. Et donc, cette fraction est très importante pour nous, carriers, de faire en sorte que la fraction recyclable soit recyclée dans des matériaux qui vont resservir à des produits finis. Et donc, la part du recyclé a triplé au cours des 30 dernières années. D'accord. Vous représentez combien aujourd'hui? Aujourd'hui, ça représente à peu près 10% de la totalité des granulats qui sont produits. Donc, mais c'est une progression qui est très, très importante, puisqu'on partait de 4% il y a une dizaine d'années pour atteindre pratiquement 10% aujourd'hui. Et l'UNPG s'est engagé à doubler la proportion de granulats recyclés d'ici 2020 sur une base 2008. Alors une base 2008 qui était beaucoup plus favorable puisque l'économie était plus favorable. Pour autant, le chiffre de 30 millions de tonnes sur lequel l'UNPG s'était engagé en 2008 sera atteint en 2020 compte tenu... Donc vous engagez sur 20%, vous signez pour 20%? Non, on est sur une base, c'est pas une signature sur 20%, parce qu'en fait c'est plutôt 15%, puisqu'en fait 15%. Vous avez à peu près, oui c'est ça, l'ordre de grandeur ce sera cela d'ici 2020. Donc ça c'est pour la part de granulats qui peuvent être recyclés. Et puis par ailleurs, sur les 90%... Là, vous pensez surtout aux sous-couches routières, par exemple? Donc c'est notamment, et là on y reviendra dans la partie comment développer ces utilisations. Aujourd'hui, effectivement, vous avez les sous-couches routières consomment une part très importante de ces produits recyclés. Et puis par ailleurs, vous avez, parce que la part qui n'est pas, la fraction qui n'est pas directement recyclable en produits finis est tout de même valorisée, et c'est important de prendre conscience de cela. Elle est valorisée notamment en termes de réaménagement de nos carrières, qui est une forme de valorisation importante. Et lorsque l'on regarde les chiffres de plus près, il y a une étude très intéressante qui a été réalisée en coordination avec le CERA, donc c'est la cellule économique Rhône-Alpes, qui a montré que au final, 63%, pour la région Rhône-Alpes, 63% des déchets inertes du BTP étaient valorisés, soit directement à travers des produits finis, soit en valorisation en carrière. Ce chiffre de 63% doit être mis en regard des 70% qui représente l'objectif de la directive européenne pour nos métiers, et on doit y arriver à l'horizon 2030. Alors, au risque de casser l'ambiance, je vais vous poser une question très directe. C'est rentable ? Bien entendu que c'est rentable, et en fait, ce qui est très important pour les carriers et pour développer ces techniques, c'est de prendre complètement conscience d'un alignement d'intérêts qui est parfait. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une demande sociétale forte d'aller vers des consommations responsables et sobres des ressources naturelles, et de l'autre côté,
le carrier a de plus en plus de difficultés à renouveler ses gisements de permis autorisés, de réserves autorisées en carrière. Et donc vous avez un alignement d'intérêts qui est juste évident entre ces demandes sociétales et un objectif économique parce qu'en développant le recyclé, vous pérennisez vos carrières. Donc je pense qu'il y a vraiment, en termes de rentabilité, oui, on est vraiment à la conjonction ici d'alignements d'intérêts qui sont vraiment favorables. Merci Michel André. Et puis rendez-vous en 2020 pour voir si vous êtes bien aux 15% promis. On sera au rendez-vous. Tout le monde a entendu. Hein. On continue avec Jacques Roudier. On est vraiment là aussi dans quelque chose de très concret puisqu'il s'agit de Recycle Béton dont vous êtes le président. Alors là aussi, pour commencer, avant qu'on s'intéresse aux enjeux que représente cette réponse, une rapide présentation de Recycle Béton, son principe et très vite son process. Soyez simple, tout le monde n'est pas ingénieur, travaux publics et construction. Rassurez-vous. Le Réci Béton, c'est un projet de recherche et d'innovation collaborative qui est tout à fait dans la ligne de la problématique qui vient d'être posée. Il s'agit d'accroître et de diversifier les possibilités d'utilisation des produits de démolition des ouvrages en béton. L'utilisation en couche routière a été citée. L'idée, c'est d'avoir d'autres utilisations et des utilisations, si possible, plus valorisantes. Et dans le cadre de ce projet de recherche, 2 pistes sont étudiées. L'une qui est d'utiliser des produits de démolition du béton pour faire du béton, et une autre qui est plus marginale, qui est d'utiliser aussi ces produits de démolition pour les incorporer dans la fabrication du ciment et des liants hydrauliques. Je voudrais également insister sur le fait que c'est un projet de recherche qui est tourné vers les utilisations, en fait, et avec pour objectif d'aboutir à des réalisations concrètes et par conséquent d'alimenter l'économie circulaire qui a été décrite par le député Lambert. À ce titre-là, qu'est-ce que c'est qu'un projet collaboratif? C'est d'abord un projet de recherche qui associe tous les partenaires intéressés par cette question. Et dans le projet Réci Béton, il y a 47 partenaires, une vingtaine de laboratoires universitaires, mais aussi une quinzaine d'entreprises et d'organismes qui sont du secteur de la production des matériaux. Et la plupart d'entre vous, vous êtes membre l'organisme, l'entreprise à laquelle vous appartenez est membre du projet Réci Béton, et je m'en réjouis. Il y a des entreprises de construction des travaux publics, il y a des entreprises de l'ingénierie, 3 maîtres d'ouvrage et un assureur qui n'est peut-être pas le moins important du dispositif, en fait. Et donc, c'est ça la première caractéristique. On met tout ensemble, tout le monde, pour faire les travaux de recherche et après valoriser les résultats. Alors, on en est où, alors? 2 autres commentaires, et après je vous oui. dirai où nous en est. 2 autres commentaires. Le deuxième, c'est l'objectif, c'est que les livrables ils soient tournés vers l'opérationnel. Et troisième point de passage important, c'est on ne fait pas seulement du laboratoire, on fait aussi des chantiers expérimentaux qui sont l'occasion de montrer des réalisations. Alors, où est-ce qu'on en est? Ce projet a commencé en 2012, 2016 c'est sa dernière année, donc on est dans la phase finale. Les livrables seront disponibles au début de l'année 2017 et beaucoup de travaux de laboratoire ont été faits, beaucoup de travaux également. On a également réalisé 3 chantiers expérimentaux en fait sur 3 ouvrages de nature différente, un terre-plein de parking de zones industrielles, un petit ouvrage annexe un pont annexe du contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier et un bâtiment à usage de stockage, une annexe de bâtiment à l'usage de Classothèque pour un conseil général. Voilà à partir de béton recyclé. À partir de béton recyclé. Alors, et nous explorons une très grande... Ça veut dire quoi? On le broie? Comment ça se passe? On le broie et après on l'incorpore dans du béton en fait. Et on a exploré une très grande gamme Avec une granulométrie
importante ou c'est réduit en poudre? Comment ça... Ça prend les formes habituelles de granulats naturels. En fait, vous avez la même courbe granulométrique, en fait, où vous essayez d'avoir la même courbe granulométrique et après vous adaptez les formulations du béton, évidemment, aux caractéristiques de ces matériaux, puisque vous avez appris, dans le cadre du projet, nous avons appris à les caractériser. Sur ces 3 ouvrages, les retours que vous avez, c'est... Tout s'est bien passé. Bon. À la fois, tout s'est bien passé dans la mise en œuvre, tout s'est bien passé. Les tests qui avaient été faits montraient qu'on pouvait obtenir des performances tout à fait satisfaisantes. Voilà. Et donc, c'est une approche constructive, en fait. Jacques Roudier, on comprend bien qu'on était sur un programme de recherche, que ce programme de recherche arrive à son terme, que les objectifs ont été atteints à travers la réalisation de 3 chantiers qui utilisaient du béton recyclé. Mais qu'est-ce qu'il faudrait réunir comme condition pour que le béton recyclé devienne une alternative de premier ordre? Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose de marginal. Est-ce qu'on peut partir sur... au titre de Recy-Béton, sur des perspectives telles que celles qu'indiquait Michel André en disant « Nous, en 2020, on sera à 15%, ce qui est quand même important. » Nous entendons bien y contribuer et nous avons exploré des taux très ouverts de remplacement de granulats naturels par des matériaux recyclés, puisqu'on a regardé des variantes à 10, à 30, à 50, et même on a fabriqué quelques bétons à 100%, en fait, pour bien montrer que le champ est ouvert. Quelles sont les conditions de passage à l'opérationnel intégral? Il me semble que sur ces sujets, sur les ouvrages que l'on veut construire, un élément très important de l'innovation, c'est la confiance. Que les acteurs, et ils sont nombreux à intervenir dans la production des ouvrages, et le sentiment de ne pas prendre de risques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il me semble que la première étape, et c'est pour ça qu'on s'est investi là-dedans, c'est d'avoir effectivement des démonstrations en vraie grandeur, des chantiers expérimentaux qui montrent que ça marche et qu'on l'a fait. Deuxième élément, il faut faire de la pédagogie et par conséquent diffuser largement les résultats de ces travaux. Et ce que l'on a prévu de faire, c'est à la fois de produire un document scientifique qui donne l'état des connaissances acquis sur ces bétons faits avec des matériaux recyclés, et puis également un guide de bonnes pratiques et de recommandations qui permettent à chacun de savoir quelles sont les éventuelles précautions à prendre pour faire du béton recyclé. Et l'idée et le message étant de dire, c'est pas plus compliqué que de prendre des matériaux naturels, il faut que simplement que vous suiviez les précautions que vous avez l'habitude de prendre. Troisième élément, il faut traiter des éventuels obstacles réglementaires et normatifs. Et il faut le traiter pas seulement au plan national, mais aussi au plan européen. C'est quoi ces obstacles ? Eh bien, il y a dans les normes telles qu'elles peuvent être écrites, un certain nombre de limites qui ont été posées à un certain moment par l'ensemble des experts qui contribuent à leur normalisation, compte tenu des des connaissances dont ils disposaient sur les taux de recyclés ou les précautions à prendre. Et l'expérience d'un programme de recherche, c'est de montrer qu'on peut aller au-delà et que par conséquent, le progrès de la connaissance conduit la communauté technique à changer, à faire évoluer ces règles. Merci Jacques Roudier. Michel André, puis je demanderai quand même à François-Michel Lambert une réaction en tant à la fois que président de l'Institut de l'économie circulaire, mais aussi député, parce que vous avez un sacré appel du pied de Jacques Roudier qui vous dit qu'il faudrait peut-être décorseter un peu tout cet environnement réglementaire qui nous empêche d'aller plus loin que nous le faisons aujourd'hui. Michel André. Moi, je voulais juste ajouter sur le comment aller vers plus de béton qui intègre des éléments recyclés. C'est de ne pas hésiter à agir sur le levier de la commande publique. La commande publique responsable, on l'appelle de nos voeux à l'UNICEM. On a beaucoup travaillé sur ces enjeux. Et il faut que l'on agisse sur la demande également. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur l'offre technique et on doit travailler sur la demande. Et pour cela, on appelle de nos voeux. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé, non pas le meilleur pour la fin, mais j'ai demandé à Frédéric... Enfin, lui, il a l'air penser qu'il est le meilleur. Donc Frédéric
Frédéric Villemain, qui est directeur de l'ingénierie environnementale du Grand Paris, parce qu'on aura effectivement des questions. Vous avez Michel André qui vous dit qu'il faudrait que la commande publique soit peut-être un peu plus demandeuse de ce type d'alternative. Mais juste une réaction rapide de François-Michel Lambert. Rapide, je vais essayer. J'ai la chance à Gardanne d'avoir aussi une carrière qui, une très grande partie de ces flux sont le recyclage et la régénération, je préfère dire même régénération, des déchets du BTP du pays d'Aix. Et lorsque je les ai visités, j'ai même proposé au ministre Philippe Martin, qui a découvert ce site assez remarquable. Ils m'ont dit, je crois que c'est 50% de leurs flux sont des flux issus du recyclage. Je dis, c'est parce que vous n'avez pas assez de matière entrante? Et la réponse, non. C'est qu'on n'a pas assez de commandes, et notamment, on a 0 commande publique. Alors que l'on a une garantie, qu'on a un prix meilleur que la matière vierge, seul le privé nous achète le granulat issu de la régénération par nos process, mais la commande publique, elle pose toujours le même type d'appel d'offres sans y penser. Donc c'est extrêmement important la commande publique, mais ça ne se suffit pas. Et vous avez tout à fait raison pour illustrer encore d'autres acteurs, comme un poteau béton, lorsqu'il tombe au sol, devient un déchet. Et à ce moment-là, on a des surcoûts administratifs qui le font sortir du scope économique, alors que c'est un poteau béton avec de la ferraille, du béton, et que dans l'absolu, on peut estimer qu'il n'a pas subi quelque chose de particulier. Donc nous avons, et c'est un des grands défis qui est devant nous, toute la réglementation et même une partie de la législation a changé. Et s'ouvre, et j'en finirai là, j'avais prévu en conclusion, donc comme ça j'anticipe un peu, s'ouvre une réflexion au sein du gouvernement issue d'une expérimentation, plus qu'une expérimentation, une culture aux Pays-Bas qui s'appelle les Green Deal. Les Green Deal, c'est des contrats d'expérimentation passés entre des acteurs économiques, des acteurs de territoire et l'État, à travers ces différentes structures, qui permettent, dans un cadre donné, d'explorer les zones grises d'une réglementation et d'autoriser d'aller le plus loin possible et d'empêcher qu'une DREAL ou qu'un autre acteur de territoire soit bien plus restrictif ici qu'il ne l'est dans un autre territoire. Et pour faire la démonstration qu'on répond aux 3 enjeux, développement économique, respect de l'environnement, création de richesses et d'emplois. Et donc ça, c'est un outil sur lequel nous avons à travailler d'un point de vue législatif et sur lequel le gouvernement traîne un peu, notamment pour aller très vite dans la démonstration, parce que je crois en la démonstration. Alors, Frédéric Villemain, vous êtes le directeur de l'ingénierie environnementale de la Société du Grand Paris. Alors, quand on va sur le site de votre établissement, on lit, je cite, que vous êtes donné pour vocation de penser la ville de demain durable, inventive et solidaire. Dans ce projet d'ampleur qu'est la société, que mène la Société du Grand Paris, quelle sera véritablement et concrètement la place accordée à l'économie circulaire? Et j'ajoute à la lueur des 3 témoignages qu'on vient d'entendre. Merci. Bonjour à tous. On va prendre un autre micro. Permettez-moi tout d'abord d'excuser l'absence de Philippe Yvain, président du directoire de la Société du Grand Paris, qui ne peut être présent ce matin. Donc, Société du Grand Paris, beaucoup d'entre vous situent à minima que c'est un établissement public créé en 2010 et dont la mission principale est de concevoir et de réaliser 4 nouvelles lignes de métro, 15, 16, 17, 18, d'ici l'horizon 2030. Et c'est aujourd'hui un projet qui est une réalité, puisque depuis 2015, les chantiers préparatoires, en particulier de dévoiement de réseau, ont commencé pour le premier tronçon qui est la ligne 15 Sud, 33 km entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs via Villejuif. Donc on est aujourd'hui déjà dans une réalité de terrain. Les appels d'offres sont aujourd'hui lancés en partie, ils le seront en totalité sur l'ensemble des lots de génie civil dans les mois qui viennent. Donc là, nous sommes déjà rentrés dans la phase concrète.
Et avant d'être utilisateurs de matériaux, nous allons être producteurs quelque part de matériaux, puisque même si nos chantiers sont essentiellement souterrains, nous avons tout de même quelques opérations de déconstruction à mener, alors qui sont tout à fait modestes. On a sur l'ensemble du parcours une centaine de bâtiments, de toute nature, industriels ou pavillons, à déconstruire. Et alors, ça représente de l'ordre de 60 000 tonnes, c'est tout à fait modeste, notamment par rapport à la quantité de déblais, sujet dont on reparlera ensuite, qui est, pour situer, avoir les ordres de grandeur de 12 millions de tonnes sur la ligne de 15 Sud. Donc les deux chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais pour ces premiers chantiers de déconstruction, nous avons fixé un objectif de recyclage des matériaux, et notamment des bétons non pollués, à hauteur, en l'occurrence, de 95%, ce qui paraît aujourd'hui complètement normal, compte tenu de tous les progrès qui ont été réalisés. Donc voilà un premier exemple concret de ce que la Société du Grand Paris réalise au regard de l'économie circulaire. Ça, ce sont pour les bâtiments de surface que vous allez déconstruire. Une centaine de bâtiments, avez-vous dit. Néanmoins, à travers la réalisation de ces lignes de métro, vous allez être confronté à une problématique très importante d'évacuation des déblais. Est-ce que vous l'avez anticipé et quelles solutions avez-vous retenues dans le respect des principes de l'économie circulaire? Parce que c'est colossal. Alors, ce sujet des déblais, oui, c'est 43 millions de tonnes. 43 millions de tonnes. Alors, ça vous fait rêver, monsieur André? Sur une dizaine d'années. Et donc la production de cette ressource, même si juridiquement ça sera un déchet, cette production de ressources, elle démarre cette année, modestement, et avec l'entrée en jeu progressive des tunneliers, pour situer en termes de calendrier, on peut dire que c'est entre 2019 et 2021, 2022 que nous aurons la plus grande production de déblais. Alors, ce sujet, il a été naturellement appréhendé dès l'origine, disons-le franchement, en premier lieu au regard des nuisances potentielles vis-à-vis des riverains. Puisque bien sûr, quand vous excavez des déblais, il faut les sortir. Et immédiatement, les riverains ont en tête les norias de camions potentiels. Donc là, le premier axe pour la Société du Grand Paris, ça a été de favoriser l'évacuation fluviale et ferrée. Alors ferrée, c'est plus compliqué. Bon, fluvial, c'est pas simple, mais ferré, c'est particulièrement compliqué. Des déblais, en se disant, là, il y a peut-être moyen d'avoir déjà la mise en place de boucles d'échange. Par exemple, d'amener une partie de ces déblais par voie fluviale pour le remblaiement de carrière, ça a été évoqué, et que, en revenant, que les barges amènent des matériaux. Alors, pour le projet de métro, le cas échéant, ou pour d'autres projets d'aménagement, parce que n'oublions pas que le projet de métro du Grand Paris, il va s'accompagner, alors vous avez déjà les 68 projets individuels de gare, vous avez les tunnels, et puis vous aurez une multitude de projets urbains, puisque évidemment, tout projet de nouvelle gare est une occasion unique pour les décideurs, les élus locaux, d'avoir un aménagement de quartier et de mettre en œuvre des projets urbains. Et je pense en particulier au projet de PSMO, de Port Seine Métropole Ouest, que M. Roudier connaît bien, pour lequel il y a, ma foi, potentiellement une possibilité d'échange et de mise en place d'une boucle d'économie circulaire. Essayons d'aller encore plus loin. Quand vous entendez Michel André et Jacques Roudier expliquer que on a des solutions, et ces solutions en matière d'utilisation de matériaux recyclés. Bon, c'est bien ce que vous faites sur l'évacuation des déblais, mais est-ce que vous seriez prêt à aller encore plus loin pour utiliser des alternatives de matériaux recyclés pour les infrastructures, les tunnels que vous allez construire? Alors peut-être pour poursuivre sur les déblais, un axe fort de la Société du Grand Paris, c'est la recherche de la valorisation de ces déblais. Je l'ai dit, ce sont des déchets. Dès qu'ils vont sortir de nos chantiers, ils vont devenir juridiquement des déchets. Et nous, le souhait qu'on a, c'est qu'ils puissent constituer des ressources. On s'est fixé l'objectif de 70% qui est classiquement retenu,
qui est ambitieux parce que nous aurons environ la moitié de ces déblais qui vont être des déblais extraits par les tunneliers et dont on sait que les tunneliers ont la fâcheuse manie de mélanger les déblais, enfin de mélanger les horizons géologiques plus exactement. Et puis, ce qui sort, selon la technique de tunnelier, ça peut être une pâte. On parle souvent l'image de la pâte de dentifrice, qui est là pas immédiatement valorisable. Ceci dit, on est sur un chantier d'une ampleur telle et d'une durée telle que, de mon point de vue, il donne à l'ensemble des acteurs, et notamment les acteurs économiques que vous êtes, la possibilité de développer de nouvelles solutions. C'est un chantier d'innovation. Et l'innovation, c'est vous, acteurs économiques privés, pour l'essentiel, qui la ferez. Donc, les déblais, c'est acquis, et le reste, pas encore. Alors, tout à fait. Pour l'infrastructure lui-même, là, on a parlé de normes, on a parlé de normes de référentiel. C'est évident que pour réaliser un ouvrage tel qu'un métro, il y a naturellement un ensemble de référentiels. Ceci dit, il y a sans doute des possibilités... Vous êtes ouvert. Bien sûr, bien sûr. Le rôle d'un maître d'ouvrage public comme la Société du Grand Paris, c'est de trouver l'équilibre entre le prescriptif, puisqu'il faut avoir à l'arrivée des ouvrages de l'infrastructure qui fonctionnent pour l'ensemble des franciliens, et l'incitatif, des systèmes de bonus-malus pour la valorisation, peut en être un exemple. Pour être très concret, pour faire nos voies, donc faire la plateforme dans les tunnels, on utilise... Là, les spécialistes le savent infiniment mieux que moi, du béton dit de rechargement. Peut-être que là, il y a des possibilités d'utiliser des matériaux recyclés. Merci, ça nous amène tout droit à la conclusion que je voulais vous poser, la question de conclusion que je vais vous poser pour cette table ronde, et puis après, on passera la parole à la salle. Je crois qu'il y a quand même d'ailleurs quelques pistes de réponses. Quelles seraient, à tous les quatre, vos suggestions pour que la filière béton puisse être plus encore demain qu'aujourd'hui un acteur de l'économie circulaire? Alors, il y a des pistes qui ont été ouvertes. On a parlé de la révision des normes qui aujourd'hui n'est pas propice aux solutions sur lesquelles travaillent les professionnels du béton. On a parlé également de la commande publique. On va commencer par vous, Michel André. Très vite, ce que vous attendez pour pouvoir aller plus loin, finalement. J'ai repéré que le président du SNBPE était dans la salle, donc je vais faire attention à ce que je dis. Mais le point qui, pour moi, est vraiment important, c'est de faire savoir ce que l'on fait déjà très bien. D'autres filières ont été beaucoup plus fortes que nous sur ce faire savoir. Quand on parle, et quand monsieur rappelait les 7 piliers de l'économie circulaire, pratiquement sur l'ensemble des 7 piliers, notre filière coche des cases comme étant tout à fait au rendez-vous. Le problème, c'est qu'on n'a pas gagné, on n'a pas réussi à gagner l'opinion publique et les faveurs de l'opinion publique sur ces sujets. Il y a, en termes de communication... Et puis des politiques. Oui, alors opinion publique, y compris... François-Michel Lambert le dit lui-même. Hein, y compris les politiques. Et je pense qu'il y a une initiative au niveau de la filière qui est en coordination avec le SFIC, le SNBPE et la FIB, qui s'appelle Bail Béton, et qui va permettre effectivement de mieux faire savoir, de mieux faire connaître nos atouts. Je pense que ça passe vraiment par là, parce qu'il faut qu'on suscite de la demande, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un préalable nécessaire. Et ensuite, je pense qu'au niveau de la filière, il faut qu'on s'engage sur des objectifs quantitatifs communs qui soient lisibles et dans lesquels chaque acteur de la filière puisse se retrouver. La notion de Green Deal empruntée par François-Michel Lambert aux Pays-Bas, c'est un truc qui vous paraît intéressant? Alors, au niveau de l'UNICEM, on y travaille actuellement en coordination avec le gouvernement, et on souhaiterait signer effectivement un Green Deal de ce type. Jacques Roudier, très vite. Votre attente? On fait sauter les normes, on revoit tout ça? Les normes, ça se discute collectivement, ça se décrète pas en fait. Et donc, moi, je pense que effectivement la dimension de connaissance en fait est absolument essentielle. Je pense qu'il faut également faire percevoir quelle est
la diversité des choses, en fait. Il n'y a pas un béton, il y a des bétons, il y a des granulats. Et une des clés, je pense, de l'économie circulaire, c'est d'utiliser la bonne ressource pour la bonne production, en fait. Et de ne pas vouloir faire à chacun ce qu'il ne peut pas faire. Les normes, et puis comme le disait Michel André, de la pédagogie et de la communication. De la pédagogie, absolument. Frédéric Villemain, très vite. Nous, à la Société du Grand Paris, on perçoit la filière béton comme ayant un formidable potentiel, une capacité d'innovation. Dans une revue technique récemment, je crois que le projet RSI Béton était présenté comme un grand remue-ménage. Et nous, on souhaite que le Grand Paris Express, ça soit aussi un grand remue-ménage, qui soit une opportunité formidable pour cette filière. Très bien. On va terminer par vous. François-Michel Lambert, vous avez dit pas mal de choses. Et puis d'ailleurs, on s'est aperçu qu'il y avait une certaine connivence sur l'idée de revoir peut-être des normes qui ne sont plus adaptées. Et également, moi, ça m'a frappé ce que vous avez dit, que vous dites que finalement, les industriels, on entend beaucoup les politiques se réclamer du développement durable, de l'économie circulaire, de la transition énergétique, mais ce que vous nous dites, c'est qu'en réalité, ce sont les acteurs industriels privés qui sont, on va dire, plus engagés sur cette démarche. Et vous dites qu'il faut que les politiques se bougent et que la commande publique soit plus exigeante à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, il y a des politiques qui se bougent, notamment dans des territoires, mais je pense qu'au niveau national, on est trop frileux parce que certains disent on tient un modèle et le faire bouger, on ne sait pas trop où on va, alors qu'on sent c'est dynamique. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, plus de visibilité de ce qui est positif, aller dans l'expérimentation. Je crois beaucoup à l'expérimentation encadrée dans un monde qui croit en lui et non pas dans un monde qui se replie. Évidemment, tout ce qui est réglementaire, mais permettez-moi de rajouter une nouvelle dimension. Je dis souvent l'économie linéaire, l'économie circulaire. L'économie linéaire, c'est une économie de stock. Ceux qui détenaient le stock, par exemple des carriers, des énergies fossiles ou des produits finis, étaient les puissants et ils faisaient en sorte qu'on détruise les stocks déjà vendus pour qu'on en vende d'autres. L'économie linéaire, c'est une économie de flux. Ce sont ceux qui seront en capacité de faire circuler la matière et d'en tirer l'efficience. C'est un peu philosophique, mais c'est quand même ce que l'on voit. On commence à voir, et notamment à Gardanne, ils ont embauché une personne qui n'est là que pour suivre le flux de la matière, la capter lors de la déconstruction et regarder et trouver des acteurs. On n'est plus dans un gestionnaire de stock, on est dans un gestionnaire de flux. Voilà une embauche qui a eu lieu. Et donc, une économie de flux, nécessite une logistique de très haut niveau. Et la logistique, c'est le pilotage des flux de marchandises, des flux physiques, par les flux d'information. C'est-à-dire la qualité de l'information crée la qualité logistique. Et quand on est dans une révolution numérique, quand on voit que chaque jour, il y a un bouleversement, qu'on est capable de gérer des masses de données extraordinaires, on voit que l'on va dans un monde où la gestion des flux, la capacité à capter de l'information, à la traiter et en rechercher l'efficience absolue devient sans commune mesure avec ce que nous avons connu de mon âge et de votre âge. Et c'est ça qui est important. Je crois que c'est un des axes sur lesquels il va falloir s'engager. Je le vois s'engager même dans des filières très, très figées, comme on pourrait le croire, par exemple dans la filière de la production de forêt, de bois, pour l'extraction du bois. Je pense que c'est un axe sur lequel il faut aller. Vous en avez esquissé quelques éléments. Mieux connaître vos matières, comment les partager, et autour d'acteurs, comment rechercher des innovations, comment partager ces flux, comment partager ces matières à travers la capacité à les faire circuler. Et ça, c'est le monde de demain qui s'inscrit à une vitesse grand V. Et c'est pour ça que je suis très confiant dans la capacité d'atteindre vos objectifs. Et je pense même que vous les dépasserez parce que vous êtes des acteurs dynamiques. Merci François-Michel Lambert. On applaudit nos intervenants. Ils se sont conformés au cahier des charges, être concrets sur une thématique
sur lequel on peut très vite s'enliser. Vous avez peut-être des questions. En fait, on a un peu plus de temps que prévu parce que François Baroin ne nous rejoindra qu'aux alentours de 12h40, je crois. Donc, on va pouvoir vous passer la parole si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, hein, bien sûr. Surtout si vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est ce qui nous intéresse pour faire naître le débat avec ce qui a pu être dit. Qui veut poser la première question ? Pascal Gradorge pour Recyclage et Valorisation. Au sein de la Société du Grand Paris, vous avez lancé l'idée de faire des expertises géologiques pour apprécier plus précisément la nature des roches qui vont être atteintes par les tunneliers. Alors, je voudrais savoir où vous en êtes dans les résultats. Et puis, une petite question annexe, dans la communication de la Société du Grand Paris, il n'est pas fait le distinguo entre les lignes de métro qui sont aériennes et celles qui seront souterraines, parce que toutes ne seront pas souterraines. Tous les parcours ne sont pas souterrains. Frédéric Villemain. Oui, alors elles sont toutes exclusives. Alors toutes les lignes de métro sont exclusivement ou partiellement souterraines. Donc la 15, que je dise pas de bêtises, la 15, la 16 sont totalement souterraines. Ben, la 15 c'est en rocade, donc voilà, en petite couronne. Et puis la 17 est essentiellement souterraine. Donc la 17, pardon, c'est de Saint-Denis-Pleyel à Roissy, non, Le Mesnil-Amelot. Le député Albarello m'en voudrait si j'arrêtais la ligne à Roissy-Charles de Gaulle. Et là, il y a un tronçon de 4 ou 5 km sur la trentaine de kilomètres qui est en aérien. Et par contre, c'est la ligne 18 de Orly à Versailles qui traverse le plateau de Saclay et qui, dans la traversée du plateau de Saclay, est donc sur 13,9 km en aérien. Pour ce qui est de la nature des déblais, vous avez raison, on procède à un certain nombre d'analyses des futurs matériaux que l'on va excaver, et ce que l'on a confirmé, identifié, mais donc confirmé, notamment pour vous qui êtes de bons connaisseurs de ces sujets, c'est que, on parlait de déblais inertes tout à l'heure, mais que géologiquement, nous n'avons qu'une part, une petite moitié de ces déblais qui pourront être considérés comme inertes. Les autres ne le seront pas au regard, et c'est bien ça la difficulté, au regard de la réglementation française actuelle, qu'elle est sur un ensemble de valeurs limites, sur un certain nombre de paramètres pour l'admissibilité en décharge, enfin, ou en installation de stockage de déchets inertes, si on veut dire les choses complètement. Et ça nous pose, c'est vrai, une vraie difficulté, puisque nous, on va excaver pour l'essentiel des terrains naturels, hein, c'est-à-dire vierges de toute pollution humaine, en dehors ce qui est les matériaux pollués au sens classique commun du terme, ça représentera moins de 10% des matériaux que vont être excavés. C'est dans les premiers mètres du sol, là où il y a eu des activités industrielles dans le passé. Mais sinon, on va excaver pour l'essentiel des terres, des matériaux naturels, mais qui, à 100%, vont prendre le statut de déchets dès qu'elles vont sortir des chantiers. Ce qui, évidemment, ne facilite pas la valorisation de ces déblais. En tout cas, c'est notre point de vue de maître d'ouvrage. Donc, on a des échanges avec le ministère de l'écologie. Donc, ça tombe bien, c'est aussi notre ministère de tutelle. Mais pour dire que c'est un sujet vraiment d'attention, puisqu'il nous revient quand même très souvent que la valorisation des terres naturelles est quand même beaucoup plus aisée en Belgique et aux Pays-Bas. Donc là, on ne peut pas se réfugier derrière la réglementation européenne. Donc il est vraiment important, et nous, on va modestement tenter d'y participer, voire analyser comment, dans le détail, la transcription française de la réglementation européenne fait que, là, il y a un consensus pour dire que c'est plus difficile à valoriser en France que peut-être dans d'autres pays. Et puis, on essaye également de faire en sorte que les déblais sulfatés, puisque ça c'est un vrai sujet, chargés en sulfate et en fractions solubles, puissent être valorisés pour le remblaiement de carrières de gypse, puisque là on est sur le même fond géochimique. Ça paraît être du bon sens, mais qui aujourd'hui n'est pas complètement possible. Une question technique sur la nature des roches.
Là, on retrouve toute la complexité, Ouais. de la géologie du bassin parisien. Hein. Ouais. Donc, on va avoir des sables, des marnes, des caillasses, donc toute la diversité. Donc, une dizaine d'horizons géologiques, dont des argiles également, dont certains matériaux sont susceptibles d'être valorisés, y compris d'ailleurs dans vos process de fabrication du ciment. Pourquoi pas. Une autre question? Une question tout au fond de la salle, là-bas. Merci, Luc Domergue. J'ai un bureau à Bruxelles depuis une vingtaine d'années auprès des institutions européennes. Vous avez fait allusion au paquet économie circulaire. Quelle est votre appréciation? Est-ce que c'est marginal ou stratégique? Et en termes de menaces ou d'opportunités, pour prendre une grille de lecture simple. Qui veut répondre? François-Michel Lambert, peut-être, hein? Oui, merci de permettre d'en discuter. Donc, un rapide rappel, la précédente Commission européenne, sous le pilotage du commissaire à l'environnement, Janez Potočnik, avait proposé tout à la fin de son mandat un paquet économie circulaire, très ambitieux sur des chiffres, d'atteinte d'objectifs, très ambitieux, mais qui émanait de la Commission environnement. La nouvelle Commission européenne, Juncker, donc pour l'appeler, a retiré ce paquet et en a reproposé un sous l'égide de Jens Timmermans, qui est le numéro 2 derrière Juncker et qui est en charge de la transversalité. Donc déjà, c'est intéressant de voir qui porte politiquement l'économie circulaire. C'était plus un peu du défensif issu de l'environnement, et on se retrouve dans la transversalité du proactif issu de la responsabilité en tant que commissaire européen de M. Timmermans aux côtés de Juncker. Et on regarde également le contenu, donc il y a moins d'objectifs ou des objectifs qui sont européens. Je rappelle que tout le monde n'est pas au niveau de la France dans l'Europe dans ce domaine, qui ont été abaissés, mais il y a une idée quand même d'aller de l'avant, proactif, et d'intégrer les acteurs économiques. Il reste quand même des trous dans ce paquet économie circulaire par rapport aux 7 piliers de l'ADEME, notamment la réflexion sur l'allongement d'usage, l'intensification de l'usage des produits. L'éco-conception, elle est bien présente. La partie aval, recyclage, est bien présente. Mais au milieu, c'est peu porté dans ce paquet économie circulaire. Ce qu'il faut voir, c'est que d'un point de vue législatif, s'ouvre une phase d'échange et de co-construction. Et notamment celui qui a maintenant en charge de porter ça, c'est le commissaire européen, M. Vella. Il a la forte volonté d'enrichir et d'aller plus loin. Mais en conclusion, on est dans un paquet économie circulaire, dans une vision développement économique, atout pour créer une mutation, une transformation de l'Europe, parce que je crois même que c'est le sens, c'est que le continent européen devienne le continent le plus en avance, le plus intégrant les questions d'économie circulaire, donc de ressources, parce qu'on est un continent où les ressources, c'est quelque chose de contraint. Nous n'avons pas la chance d'autres continents, je pense africains ou américains. Et donc, c'est ça qui est positif, c'est ça que nous devons avoir en tête. Et c'est pour ça que la France, qui a pris une avance grâce à la loi de transition énergétique, on a oublié de le dire, mais le titre 4 de la loi de transition énergétique voté avec mes collègues est le titre économie circulaire. C'est celui qui a été probablement le plus enrichi pendant l'année de débat. Tout bord politique, toute représentation y a participé, a enrichi, et nous avons même voté un amendement qui engage la France à se doter d'une stratégie de transition vers l'économie circulaire, stratégie qui est en cours de rédaction et qui sera présentée prochainement. Donc, j'ai fait un balayage assez rapide. Il y a une volonté législative, mais elle ne se traduit pas dans les grandes lignes, mais elle ne se traduit pas en France, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la réglementation et dans certaines législations contraignantes. Et il y a un axe européen de transformation du continent européen pour justement sortir
de son lien terrible à des besoins colossaux de matière issus d'autres continents et pour être un peu plus résilient. Merci François-Michel Lambert, merci à vous tous, Frédéric Villemain, Michel André, Jacques Roudier, pour cette table ronde très éclairante. Merci.